jeux vidéo au musée, ce n'est pas vraiment nouveau, mais depuis un peu plus de 5 ans, on les retrouve de plus en plus dans les institutions culturelles. Prisme 7 au Centre Pompidou, Destination Lune au Grand Palais, À quoi tu joues à la Casemate ou encore Animal Crossing au Muséum d'Angers. Ce média semble répondre à de nouveaux enjeux de médiation, mais aussi de communication. Alors aujourd'hui, dans Sans Réserve, un podcast du Quai des Savoirs, nous allons faire le point. Quelles possibilités nous offre ce média ? Comment produire un jeu vidéo qui aborde des contenus sérieux sans perdre sa spécificité ludique ? Ou encore, comment détourner des jeux vidéo pour en faire des bons supports de médiation ? Pour répondre à ces questions, mes deux invités. Simon Bachelier, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui producteur de jeux vidéo au studio Accidental Queens, vous avez aussi été chargé de projet jeux vidéo à la Cité des Sciences et de l'Industrie il y a une dizaine d'années. Nous en parlerons dans quelques instants. Léo Tessier, bonjour. Bonjour. Médiateur scientifique au Muséum des Sciences Naturelles d'Angers, vous nous parlerez du jeu Animal Crossing et nous direz comment vous l'avez utilisé comme support pour des visites virtuelles. Mariette Escalier, avec votre chronique du jour, vous nous parlerez d'un géant du jeu vidéo. Et oui, aujourd'hui, Marlène, je vous amène faire un tour bien particulier dans le monde des jeux vidéo et de l'histoire, avec les Discovery Tours d'Ubisoft. Et en fin d'émission, nous retrouverons Lauriane Bissinguet de Science Animation. Lauriane, avec votre zoom sur Écosciences Sud, nous irons jeter un œil du côté de Génopolis, à Montpellier. Et je vous parlerai de jeux vidéo dans le domaine de la biologie santé. Sans réserve, les coulisses de la médiation culturelle, c'est parti. Simon, entre 2008 et 2012, vous avez été chargé de projet jeux vidéo à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Depuis, ils ont même ouvert un e-lab 100% dédié à ce média, c'est dire si le sujet est d'actualité. Est-ce que vous pouvez nous dire à l'époque en quoi consistait votre boulot ? Oui, tout à fait. Alors, à l'époque, c'était le début de la fusion du Palais de la Découverte et de la Cité des Sciences en Universcience. Universcience, oui. Avec tout l'enjeu national que ça représentait. Mais parmi les différentes réflexions qu'il y avait sur le sujet, celle du jeu vidéo était présente au sens où on voulait voir comment est-ce qu'on pouvait utiliser le médium vidéoludique à des fins d'enseignement, de transmission, de culture scientifique et technique. Est-ce qu'on pouvait faire un jeu vidéo sur le développement durable, la physique quantique ou autre ? Le sujet était déjà abordé sur place dans les expositions comme un objet qui pouvait figurer dans les espaces d'exposition comme une manip en fait, comme n'importe quel outil qu'on pouvait utiliser. Mais là, l'idée, c'était d'essayer de voir si on pouvait carrément penser l'objet comme, par exemple, est-ce que Universcience pouvait être coproducteur d'un jeu vidéo avec un autre studio de jeux vidéo pour créer des jeux qui seraient sortis grand public sur les canaux habituels. Et pareil, est-ce qu'on pouvait aussi se positionner sur des événements ou des offres qu'on n'avait pas encore l'habitude de faire, axés jeux vidéo. Donc vous travaillez en transversalité avec les équipes expo et médiation d'Universcience ? À l'époque, oui, tout à fait. Oui. Et alors, parlons justement expo. Est-ce que la conception d'un jeu vidéo à intégrer dans une exposition, ça relève de la même démarche qu'une conception classique d'un dispositif qu'on retrouve dans une expo ? Ou est-ce qu'on est réellement dans la conception d'un jeu ou est-ce qu'on reste sur un dispositif muséal qui est plutôt jouable ? Quelque part, dès lors qu'on a un dispositif dédié, imaginons on a un écran tactile ou je ne sais quoi, pas quelque chose qui va se déployer sur des canaux traditionnels comme les téléphones portables des usagers ou usagères, on est dans quelque chose d'assez clos, d'assez contenu, qui donne à la fois pas mal de contrôle et en même temps des limitations très fortes. Donc j'ai envie de dire, on est presque proche d'un jeu électronique ou en tout cas d'un jeu dans lequel on est contenu, non pas en termes de limitation, mais en termes on sait comment on va interagir avec le dispositif, le médium, et on a cet avantage pour faire quelque chose de très personnalisé aux besoins de l'expo et aux contraintes de l'expo en fait. Du coup, c'est un peu différent de faire un jeu sur une plateforme mobile, console ou autre, mais ça permet de... Parlons-en. Quand on parle de jeux vidéo dans les musées, c'est vrai que de quoi on parle en fait ? Parce que là, je vous ai orienté vers l'exposition, mais il y a pas que ça. C'est quoi les différents formats ? Donc il y a la manip dans l'expo. Il y a la bande d'arcade classique. Qu'est-ce qu'on peut retrouver encore comme format de jeu vidéo qui peut servir le musée ? Alors, c'est une bonne question, effectivement. Je pense qu'il faut penser le jeu vidéo sous deux formes. Il y a l'idée de jouer, de venir jouer et de faire une expérience ludique. On peut aussi jouer à plusieurs. Je pense que l'intérêt du dispositif arcade est aussi là pour ça, c'est-à-dire que parfois les gens vont se mettre derrière pour regarder ce qui se passe. Et puis, il y a aussi le dispositif jeu vidéo qui se donne en spectacle, en fait. Peut-être que quelqu'un qui va jouer à un jeu
et faire peut-être pas forcément de la médiation au sens classique du terme, mais un peu comme on peut le voir sur des streams ou des gens qui vont jouer sur scène. L'idée de jouer à un jeu et de partager quelque chose au niveau de ce jeu et de dire des choses autour de ce jeu peut être aussi une manière d'utiliser le jeu vidéo à des fins de mise en scène, de mise en spectacle, qui vont permettre de diffuser des savoirs, des connaissances, transmettre quelque chose autour d'une expérience. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi riche à explorer, j'ai envie de dire, que créer un jeu sur un sujet, en fait. Et pas seulement que du détournement, hein, ça peut être pas, mais ça en fait partie également. Vous parlez de détournement, justement. On parle d'une structure qui est quand même assez importante, la Cité des sciences de l'industrie, enfin Univers Sciences en l'occurrence maintenant. Donc il y a quand même certains moyens, et en l'occurrence il y a un chargé de projet jeux vidéo. À Angers, c'est pas la même. Léo, vous n'êtes pas du tout sur la même taille de structure. Il me semble que vous êtes que 2 médiateurs au muséum, c'est bien ça ? Tout à fait, oui. Voilà. Donc en termes de ressources, on n'est pas du tout sur les mêmes moyens. Vous, du coup, vous vous êtes un petit peu inspiré de ce que vous aviez sous la main, j'ai envie de dire. Vous avez utilisé Animal Crossing New Horizons. Alors, avant de parler de ce que vous avez fait et de votre expérience, je pense que ce serait intéressant d'expliquer en quoi consiste ce jeu. Qu'est-ce que c'est comme jeu ? Alors, Animal Crossing New Horizons, ça fait partie d'une licence très populaire de jeux vidéo développés par Nintendo, qui sont des jeux vidéo qu'on peut qualifier de bac à sable, c'est-à-dire des jeux vidéo dans lesquels il n'y a pas forcément de but précis, il n'y a pas une progression linéaire. On peut faire un peu ce que bon nous semble. Et en fait, il n'y a pas d'objectif. En tout cas, il y a plusieurs petits objectifs, mais c'est pas un jeu comme, on va dire, Mario, où il faut aller d'un point A à un point B. Là, l'idée, c'est de faire sa petite vie, de développer sa communauté sur son île virtuelle. Donc, en fait, vous vous retrouvez avec votre avatar sur votre monde virtuel, et c'est à vous de le développer. Comme bon vous semble, donc vous pouvez vous faire des amis, acheter des vêtements, des meubles, aménager votre maison. Et une des tâches possibles, c'est collecter des animaux, donc que ce soit des insectes, des poissons ou encore des fossiles. Des choses qu'on retrouve dans un muséum. Exactement, parce que toutes ces collections, vous allez pouvoir en faire don à un personnage qui viendra ensuite les exposer dans un musée qui fait partie de votre monde virtuel. Donc en fait, chaque joueur dans Animal Crossing, ça fait partie des missions que le jeu propose. Il y a donc un musée de sciences naturelles et également un musée dédié plutôt aux beaux-arts. Et donc ce musée, c'est à vous de le compléter en justement allant soit pêcher des poissons, capturer des insectes, déterrer des fossiles. Et toutes ces espèces qui sont dans ce jeu, ce sont de vraies espèces qui ont été modélisées dans le jeu vidéo, mais ce ne sont pas des espèces inventées comme des Pokémon par exemple, ce sont bien de vrais poissons, de vrais insectes ou de vrais fossiles. Et donc en 2020, faute de pouvoir accueillir vos publics, et comme vous y jouiez à la maison, sur votre canapé, vous l'avez dit, vous avez eu l'idée un peu folle d'inviter des joueurs d'Animal Crossing à venir visiter votre musée, ou une modélisation de votre musée, c'est ça ? Tout à fait, parce qu'une autre particularité de ce jeu est qu'il est jouable en ligne. Donc en fait, dans notre partie, on peut inviter d'autres joueurs qui vont venir avec leur avatar à venir dans notre monde virtuel. Donc on peut accueillir jusqu'à 7 autres joueurs, 7 autres avatars. Et donc au début, l'idée était simplement de faire un petit clin d'œil à notre musée fermé en faisant une référence à Animal Crossing. Et puis on s'est dit qu'on pouvait aller encore plus loin et donc proposer une visite virtuelle du musée d'Animal Crossing. Donc ce musée d'Animal Crossing, il ne ressemble pas au Muséum des sciences naturelles d'Angers puisqu'il est propre à ce jeu, mais il y a des collections qui sont identiques puisque forcément on est sur des espèces qui existent réellement, mais également forcément des différences. Mais ça, ce n'était pas un problème puisque le but n'était pas de faire une visite virtuelle du Muséum d'Angers, mais bien une visite virtuelle du musée dans Animal Crossing. Donc vous aviez votre petit avatar, vos publics avaient également un avatar et vous rejoigniez dans le jeu, c'est ça ? Exactement, donc moi j'avais fait un petit avatar en plus, pour marquer le coup, j'avais mis un petit chapeau de cow-boy, des jumelles autour du cou, histoire d'aller à fond dans le cliché du guide. Et puis donc les joueurs qui s'étaient inscrits venaient avec leur avatar, et puis une fois qu'on avait notre petit groupe virtuel, on allait visiter le musée. Et en parallèle, nous étions connectés sur Skype dans un appel de groupe, ce qui permettait d'échanger oralement ou textuellement pendant la visite.
Donc des vraies visites virtuelles avec des vrais échanges avec vos publics. Exactement, parce qu'en plus, il y avait également cette envie de créer un échange en cette période de confinement où on était tous chacun chez soi. Donc il y avait vraiment un petit côté, une petite bulle de rencontres très sympathiques entre des personnes qui ne se connaissaient pas. Ça permettait un petit peu de rencontrer des gens virtuellement pendant cette période. Et Simon, vous avez entendu parler de détournements de ce type avec Animal Crossing ou d'autres jeux qui sont utilisés plutôt en institution muséale ou alors en contexte scolaire par exemple ? Je pense qu'un des plus populaires qui a été pas mal détourné à différentes fins, c'est Minecraft, qui depuis sa sortie jusqu'à encore aujourd'hui continue de fonctionner pour différents concepts. Vous pouvez rappeler le principe de Minecraft ? Oui. En Minecraft, c'est un peu le même principe que des Lego, c'est-à-dire que le monde est fait de briques et on va pouvoir le façonner un peu à sa façon, pour le mode ouvert et créatif, on va dire. Et on va pouvoir du coup représenter des choses, faire comme des maquettes en fait, presque des reproductions à des échelles de notre choix du monde dans lequel on est. C'est vraiment un monde fait de briques en fait. Donc tout est fait de cubes et on va pouvoir les remanier. Et ce jeu-là a été utilisé aussi bien par des enseignants-enseignantes en établissement scolaire, je crois de la primaire jusqu'au lycée, en passant par aussi des musées qui l'ont utilisé pour faire peut-être parfois de la visite virtuelle, mais aussi des médiations, parfois expliquer aussi des phénomènes, parce qu'on peut créer des circuits logiques dans Minecraft, et donc ça ouvre des portes encore plus larges. Mais on peut presque aborder à la fois des sciences humaines et sociales ou des sciences expérimentales, c'est ça que vous êtes en train de nous dire avec ce jeu. Dans une certaine mesure. Après, ça dépend de comment vous l'appropriez et comment est-ce que vous pouvez composer avec, parce qu'il y a aussi des contraintes à ces environnements-là. Mais on peut imaginer des choses. Pour les coups des sciences humaines ou autres, on a eu des détournements de jeux comme des jeux multijoueurs dans un autre registre et moins grand public, type DayZ, qui sont des jeux extrêmement difficiles, multijoueurs, où les gens, en fait, quand on perd son personnage, on perd tout son inventaire et tout. C'est des espèces de jeux ouverts dans un monde où il y a des zombies, peu importe. Il y a eu pas mal d'expériences sociales ou des reproductions d'expériences psychosociales dans ces contextes-là. Qu'est-ce qu'on fait à quelqu'un qu'on aide et je vais donner une arme mais pas chargée pour voir si au final il va me remercier ou me tirer dans le dos et voir comment les comportements fonctionnent. Si on demande à quelqu'un de garder son arme pendant que je pars à un endroit, est-ce qu'il va la prendre? Il y a eu pas mal de choses comme ça faites dans ces contextes-là qui sont assez différentes de la vie quotidienne et en même temps sont questionnables. Qui permettent de questionner des aspects sociologiques, psychologiques, j'imagine. Et parfois, il n'y a même pas besoin de détournement. Certains jeux commercialisés sont même imaginés, voire déclinés en version pédagogique. Et c'est ce que nous allons explorer aujourd'hui dans Vue sur le web. Tu as donné aux Vikings une raison de se battre. Tu as dompté ces royaumes brisés. Mais ton plus grand défi t'attend. Non, ce n'est pas la bande-annonce de la dernière grosse production hollywoodienne, mais bien celle d'un jeu vidéo, Assassin's Creed Valhalla. Et Mariette, ce jeu, je crois qu'il a retenu votre attention. Alors plus particulièrement son extension pédagogique, le Discovery Tour Viking Age. Alors les Discovery Tours sont en fait 3 extensions donc d'Assassin's Creed, de véritables expériences éducatives qui mettent en lumière traditions et cultures des époques historiques dépeintes dans les différentes éditions du jeu. Développé par Ubisoft Montréal, c'est toujours en étroite collaboration que c'est développé donc avec des historiens et historiennes, archéologues, universitaires. Et c'est vraiment un super moyen interactif, ludique, efficace de découvrir l'histoire tout en jouant à un jeu vidéo. Alors au cœur de reconstitution 3D interactive et réaliste, on poursuit donc l'expérience du jeu d'origine, avec une version toutefois quand même exemptée des combats, de la violence, ainsi que du gameplay, puisqu'il n'y a pas l'intrigue narrative ni la contrainte de temps. Après les 2 premières étapes en Égypte et en Grèce antique, le Discovery Tour nous fait accéder directement au Valhalla avec l'extension Viking Age, donc qui nous plonge dans le monde viking du 9e siècle en Norvège et en Angleterre.
Le récit et la narration sont encore plus au cœur de l'expérience du jeu, en donnant l'opportunité aux joueurs de se glisser dans la peau des personnages de l'époque. Alors, comment ils ont pu rendre l'univers de cette version encore plus immersif ? Eh bien, ils ont pu compter donc Ubisoft sur l'aide précieuse d'institutions muséales anglo-saxonnes, danoises et françaises aussi, qui ont contribué par la richesse de leur collection à donner cet aspect si authentique à l'univers immersif de Viking Age. Les manuscrits et illustrations de la British Library, les collections de 20 musées dépendants du Musée national danois, la broderie de Bayeux, le casque de Sutton Hoo avec l'agence photo de la RMN du Grand Palais, ou encore les recherches effectuées par le York Archaeological Trust. Pour celles et ceux qui en redemandent encore et qui veulent poursuivre l'expérience physiquement, une expo itinérante et une expérience culturelle immersive de 2 institutions partenaires ont également été prévues. Et sachez aussi qu'il existe un easter egg menant à un vrai lieu physique, mais je ne vous en dis pas plus. Si ces épopées vous ont séduit mais que vous n'êtes pas équipé du matériel du parfait gamer, vous pouvez retrouver le Discovery Tour non loin de chez vous, puisqu'Ubisoft a également investi les micro-folies françaises. Ils ont mis donc les ressources de ces jeux à disposition des 150 établissements du réseau, et c'est un bon moyen de vous offrir une balade à travers le temps en expérimentant cette extension si vous n'êtes pas un aficionado du jeu vidéo. Merci Mariette. Donc, pour une extension pédagogique, on vient d'entendre que le gameplay avait été largement simplifié. Pas d'intrigue narrative, vous l'avez dit Mariette, et pas de contrainte de temps. Alors du coup, c'est une question que je voulais vous poser. Donc Simon, est-ce que pour aborder des contenus sérieux, on doit forcément en passer par là ? Est-ce qu'on doit finalement, au détriment du ludique, travailler surtout sur le contenu ? Est-ce qu'un vrai jeu vidéo, comme vous l'entendez dans votre métier de producteur de jeux vidéo, ça existe en fait, un vrai jeu vidéo avec des vrais contenus sérieux ? L'exemple qu'on vient de prendre est intéressant parce que ce sont des contenus qui existent déjà dans le jeu. C'est juste que pour les rendre accessibles à des fins plus pédagogiques, ou en tout cas si on n'a pas envie de se retrouver à se battre au milieu en étant en face d'un monument qu'on veut observer ou d'autres, on va retirer ces défis-là ou ces éléments-là parce qu'ils n'ont pas lieu d'être si on veut prendre le temps de se promener en touriste quelque part, ou en tout cas en observateur, observatrice. Donc c'est des choses qu'on va désamorcer ou retirer pour permettre une meilleure exploration. Ça ne veut pas dire que parce qu'ils étaient là ou pas là, ça n'apporte pas quelque chose. C'est sûr que certains éléments gameplay peuvent servir plus un propos qu'un autre, mais on n'est pas obligé d'en passer par là pour passer par le pédagogique en tout cas. Donc vous pensez qu'on peut avoir un parfait équilibre entre le ludique, faire un vrai jeu vidéo en contexte muséal, ça c'est possible ? Quand on est dans le contexte muséal, c'est-à-dire on y joue au sein du musée dans ou alors... une expo ou alors en version mobile ou sur les téléphones. En fait, je vous pose la question parce que je me dis, mais peut-être à tort, dites-moi, maintenant que vous êtes producteur, vous êtes 100% dans le ludique par rapport à votre expérience quand vous travailliez à l'époque à la Cité des sciences et de l'industrie. Donc je vous suppose libérer des contraintes institutionnelles, des contraintes pédagogiques, etc. Vous me direz si j'ai raison. Et du coup, je me pose vraiment la question s'il est réellement possible de porter un propos sérieux et d'être un vrai jeu vidéo. J'ai envie de répondre que oui, mais je suis complètement biaisé. Ne serait-ce qu'au sein du studio Accidental Queen, on a des jeux qui ont des propos très forts et engagés sur différents sujets. Je pense qu'il n'y a pas un seul de nos jeux qui est sorti qui n'était pas justement sur des sujets qu'on voulait aborder et qui passe par des mécaniques de jeu narratif. Mais quel sujet vous abordez au studio ? Alors, chaque jeu est porteur de sujets propres, mais on a des jeux qui vont apporter aussi bien les relations toxiques et les violences conjugales en passant par d'autres sujets que, en les annonçant, sont aussi des spoils violents des jeux en eux-mêmes parce qu'ils ne s'annoncent pas forcément sur ces sujets-là. Et en fait, par le biais justement de mécaniques de jeu de narration et d'exploration, on va entrer progressivement dans ces sujets-là et se rendre compte de choses qu'on n'aurait peut-être pas pu se rendre compte en regardant juste un documentaire ou autre, ou en tout cas que des gens n'auraient pas forcément pu se rendre compte avec le même type d'approche et de mécanique. Donc ma réponse est évidemment oui, on peut allier les deux. La question c'est comment est-ce qu'on part de mécaniques ou de propos qu'on veut défendre pour pouvoir les faire ressortir ensemble en fait, et pas essayer de prendre, je vais prendre un jeu de plateforme et je vais enseigner l'alimentation, enfin pourquoi pas, mais on est déjà sur deux choses qui n'ont rien à voir et qui se mélangent difficilement. Léo ?
Oui, je me permets d'intervenir parce que ça me fait penser en fait à un projet qui, pour l'instant, est encore à l'état de projet, mais qui m'intrigue beaucoup, dont vous avez peut-être entendu parler, qui en fait, c'est la chaire jeux vidéo et sciences des particules qui a été créée à Polytechnique, Tout à fait. et dont l'objectif est de créer un jeu vidéo pour justement parler de la science des particules, de la physique des particules. Et vraiment là, leur objectif, en tout cas quand ils veulent développer ce jeu, c'est vraiment de faire un jeu vidéo avant tout, et non pas un jeu pédagogique. Et donc moi, je suis très intrigué par ce projet, parce que j'ai hâte de voir à quoi justement cela va ressembler, puisqu'ils ne sont pas partis du postulat de faire un jeu pédagogique, mais bien un jeu vidéo en premier lieu, qui se permet de parler de physique des particules. Mais je suis très intrigué par le futur de ce projet, parce que j'ai pas l'impression d'avoir vu d'autres projets similaires, en tout cas à ma connaissance, portés par à la fois des scientifiques et des développeurs de jeux vidéo. Mais c'est vrai notamment dans le domaine de la science, on va dire sciences théoriques, sciences physiques. Tout à fait. J'invite vraiment nos auditeurs à aller jeter un œil du côté de cette chaire qui est en effet, au-delà de ce projet-là, qui est vraiment très intéressante, très questionnante. Et comme vous le dites, qui rassemble des scientifiques, des développeurs, des game designers, etc. Et il me semble aussi que Ubisoft, encore eux, fait partie de l'aventure. Hein. Il me semble aussi. Donc nous parlions donc des contraintes pédagogiques juste avant, et je pense que tout ce qu'on aborde là soulève aussi la question, quand on est vraiment en contexte muséal, hein, je reviens sur les propositions de jeux vidéo dans les musées ou sur visite virtuelle comme vous l'avez fait Léo. Moi je trouve que ça questionne la place du médiateur et de la médiatrice. Léo, il me semble que l'essence même de votre boulot, c'est le face public, c'est de discuter avec les gens, d'être avec eux. Alors comment vous voyez-vous l'arrivée des jeux vidéo en fait dans votre institution ? D'un bon œil, pareil, de la même façon que pour Simon, c'est un peu biaisé pour ma part, parce que c'est un média que j'affectionne particulièrement, mais en fait, parce qu'un jeu vidéo tout seul, ça n'a pas forcément d'intérêt, il faut l'accompagner, d'autant plus si on détourne un jeu vidéo. Il faut forcément que justement on ait une présence humaine pour ne serait-ce qu'apporter un discours, un échange, un dialogue avec le visiteur. Ensuite, si ce jeu vidéo est intégré dans une exposition, c'est souvent parce que des médiateurs ont participé soit à la conception du jeu vidéo, soit ont eu l'idée de l'intégrer dans la scénographie. Donc ça a été réfléchi par des médiateurs. Et puis lors de visites virtuelles, oui, là c'était particulier parce que c'était lié au confinement, donc c'est vrai qu'on ne pouvait pas faire de visite en physique. Et il est vrai qu'une visite virtuelle ne remplacera jamais une visite en physique dans un musée. Mais c'est complémentaire, ça permet également de toucher un autre public, ça permet d'aborder d'autres sujets, ça permet de toucher des publics qui peuvent être en situation de handicap ou autre. Donc honnêtement, c'est tant mieux que le jeu vidéo entre au musée, au même titre que la musique, le cinéma ou d'autres arts populaires en fait. Et je vous propose d'écouter un court extrait déniché sur France Info de Benjamin Simon, ancien adjoint au service de la médiation culturelle du Centre Pompidou. C'est vraiment un jeu de plateforme. Il y a 6 niveaux qui explorent des thématiques différentes autour de la lumière et de la couleur. Vous avez un avatar, et cet avatar va se promener dans ces univers qui ont été créés par des artistes du numérique. Il va se promener et collecter des gemmes. Alors les gemmes, ce sont des petits cailloux qui sont dispersés dans ces univers, et donc l'objectif, c'est évidemment de découvrir ces univers avec différents challenges, différents obstacles à franchir. Et puis en collectant ces gemmes, à la fin de l'exploration de votre niveau, vous avez accès à une galerie d'œuvres de la collection du Centre Pompidou sur le thème que vous avez exploré. Et là, vous constituez en quelque sorte votre propre musée. Alors Benjamin Simon nous parle là du premier jeu vidéo créé par le Centre Pompidou en 2020. Et si ce n'est pas encore fait, je vous conseille vraiment de le télécharger, c'est gratuit. C'est mon gros coup de cœur. Depuis Toulouse, sur un fond sonore apaisant, pour ne pas dire planant, j'ai pu me promener dans un univers hyper poétique et découvrir en jouant des œuvres emblématiques du musée. Alors j'ai adoré, et pourtant je suis clairement pas une gameuse. Alors du coup, ça me fait me poser la question des publics cibles. Pourquoi développer des jeux vidéo dans nos expositions ou sur nos espaces numériques ? Pour qui proposer en fait ces formats-là ? Puisque j'y ai pris du plaisir alors que je ne suis pas gameuse, je me pose la question, est-ce qu'on le fait pour aller chercher des gamers ou pour aller chercher plutôt des jeunes ou pour finalement proposer tout simplement un autre format de médiation pour nos publics ? Simon ?
Alors, je pense que c'est un peu tout ça. Il y a des gens qui mettront jamais les pieds au musée pour plein de raisons. Ils ne peuvent pas, ils sont peut-être pas en local, ils ont peut-être pas envie, ou peut-être qu'ils n'ont pas les moyens. Il y a plein de raisons pour tout ça. Par contre, mettre en avant des collections dans le cadre du Centre Pompidou, c'est trouver un moyen aussi de parler et de faire une forme de médiation aussi autour de ces œuvres par le biais d'un jeu vidéo, et aussi d'offrir une autre forme d'expérience autour de ça. Qu'est-ce que c'est que les travaux des formes de Kandinsky, qu'est-ce que c'est que la lumière dans le travail de tel artiste ou autre. Est-ce qu'on peut arriver à retranscrire justement une expérience de jeu qui traite de ça, mais différemment de si je vais au musée et que je la regarde, ou si j'ai quelqu'un qui vient m'en parler. Faire l'expérience d'une œuvre, c'est aussi faire l'expérience de théorie artistique, surtout sur les œuvres du Centre Pompidou, et arriver à les retranscrire par le biais de jeux de lumière en 3D ou autre, c'est aussi une façon de réinterpréter les œuvres et de donner un autre sens. Donc je pense que c'est vraiment une autre offre en plus qui vient compléter ce que peut proposer aujourd'hui un musée d'art contemporain comme celui-ci. Et du coup, c'est quelque chose de plus, en fait. Et c'est pas un remplacement. On me souffle à l'oreillette un petit oubli. Je parlais bien du jeu Prisme 7 du centre Pompidou. Léo, votre avis quant au public? Alors, vous avez en plus, nous avons la chance de bénéficier d'un retour de vos publics. Vous avez fait une petite étude des publics qui ont participé à vos différentes visites virtuelles. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Combien de personnes ont participé aux visites? Qui sont-ils? Quel âge ont-ils, etc. Tout à fait. Donc en fait, forcément, comme pour nous, c'était une expérience nouvelle, on a voulu en savoir un peu plus sur le profil de ces visiteurs, d'autant plus parce qu'elle était virtuelle, cette visite, donc on ne les voyait pas forcément pour de vrai. Donc on a envoyé un questionnaire aux différentes personnes qui s'étaient inscrites aux différentes sessions de visites virtuelles. Et tout d'abord, on a eu beaucoup de retours, donc ça, on était très, très contents parce que ça donne plus de poids forcément aux résultats que nous avons pu développer. Alors, on a touché à peu près, on imagine, aux alentours de 300 personnes qui ont assisté à ces visites virtuelles, parce qu'en général, il n'y avait pas qu'une seule personne derrière un avatar, derrière une console. C'était souvent un couple, une famille avec parents et enfants, parfois entre amis. Bref, on avait rarement une seule personne derrière sa console. Ensuite, en termes de tranche d'âge, c'était assez varié parce qu'on avait aussi bien des ados avec leurs parents, on avait aussi bien des jeunes étudiants, des jeunes trentenaires, donc des tranches d'âge qu'on n'a d'ailleurs pas tout le temps l'habitude de voir physiquement dans nos musées. Je parle surtout de la tranche d'âge entre 20 et 35 ans, qui, on va dire, est la tranche d'âge que tout musée cherche à capter l'attention, mais c'est pas toujours très simple. Donc on avait un public assez différent finalement de nos publics habituels, parce que ce sont aussi des publics, c'était aussi des joueurs, donc pas forcément des personnes habituées à se rendre dans un musée. On s'en est rendu compte, on a posé la question à ces personnes si justement ils étaient venus récemment visiter un muséum de sciences naturelles, pas forcément celui d'Angers, mais peu importe. Et on s'est rendu compte que parmi ce public de visites virtuelles, certains n'étaient jamais allés dans un muséum de sciences naturelles. Ou pour certains, c'était des souvenirs d'enfance, des visites scolaires ou des visites avec les grands-parents. C'est vraiment le jeu qui les a fait venir participer à votre visite. En fait, ils étaient soit intrigués par la proposition, soit en fait ils avaient découvert le musée dans le jeu, ils avaient donc des questions sur les spécimens qu'ils avaient trouvés dans le jeu, et donc ils étaient intéressés par assister à cette visite. Pour d'autres, au contraire, c'est les musées qui leur manquaient, et donc ils étaient contents de pouvoir assister à une visite virtuelle. Donc vraiment, on a eu des personnes qui ont assisté à ces visites pour tout un tas de raisons. Et ce qui nous a le plus surpris, c'est vraiment cette partie du public qui n'était pas habituée en fait à pousser les portes d'un musée physiquement, réellement. Et comment vous les avez captés? Alors c'est via Animal Crossing, ou est-ce que c'est via vos réseaux sociaux, ou c'est quoi la porte d'entrée? Alors en fait, pour nous, ça a été les réseaux sociaux premièrement. Et puis ensuite, un relais médiatique. C'est vrai que si ces visites virtuelles ont eu du succès, c'est aussi en lien avec le succès retentissant qu'a connu Animal Crossing. Il est sorti quasiment une semaine après le début du confinement, donc il y a eu un alignement des planètes pour ce jeu, clairement. Donc il a connu un succès phénoménal. Et donc forcément, la presse généraliste a commencé à parler de ce jeu, et on s'est retrouvé dans les articles qui traitaient d'Animal Crossing. Et donc, il y a eu un petit effet boule de neige. Et donc, c'est comme ça que des personnes ont entendu parler de notre visite et ont commencé à s'inscrire. Donc, finalement, c'était des personnes qui étaient peut-être de prime abord intéressées par le jeu, qui ont ensuite
ont eu vent de cette initiative et se sont dit « Ah, c'est chouette, une visite virtuelle alors qu'on est confiné ». Parce que les gens aussi étaient un peu en manque de cela, un manque de sorties culturelles, un manque de visites. Et ils étaient très contents de pouvoir les retrouver. Vous disiez que ce n'était pas vraiment un public habitué au musée. Est-ce que vous leur avez demandé s'ils comptaient venir par la suite ? Est-ce que l'expérience leur a donné envie de venir visiter votre musée ? On leur a demandé, donc ensuite, après, forcément, pour la plupart, ils n'étaient pas sur place. Ils stipulaient qu'ils avaient envie de pousser par la suite les portes du musée. Pas forcément celui d'Angers, parce qu'en plus, comme c'est une visite virtuelle, ce public n'était pas local. On a eu un public vraiment qui venait des 4 coins de la France et puis même d'autres pays francophones. On a eu quelques échos de personnes, notamment d'agents d'accueil dans les musées d'Angers, qui nous ont stipulé qu'au cours de l'été ou de l'automne, quelques personnes leur avaient signalé qu'ils avaient assisté à la visite, mais en soi, on peut difficilement quantifier si on a réussi à convertir des visiteurs virtuels en visiteurs réels. Mais on l'espère. En tout cas, ce qu'on voulait, c'est surtout que les personnes ensuite aillent pousser les portes de n'importe quel musée. En fait, l'idée, pas forcément le muséum d'Angers, mais ceux qui étaient sur Toulouse, ils pouvaient aller au muséum de Toulouse. En plus, il est chouette, donc tant mieux. Ils peuvent aller comme ça dans tous les autres musées de France. On a la chance d'avoir un gros réseau de musées de sciences naturelles en France, donc c'était surtout ça l'idée, en fait. Et est-ce que le projet est abandonné maintenant qu'on a réouvert nos portes au public ou est-ce que vous envisagez déployer cette offre de façon complémentaire à l'offre in situ, je dirais ? Alors non, il n'est pas abandonné. Pour l'instant, on va dire c'est un peu en stand-by pour plusieurs raisons. La première, c'est que forcément les musées ont réouvert. Nous, en plus, on a ouvert de nouvelles expositions qui nous prennent du temps. Donc là, on se consacre essentiellement à l'animation de ces expositions et donc à l'animation de visites. Et puis comme vous l'avez dit, on est une équipe de petite taille, donc on n'a pas forcément beaucoup de temps supplémentaire pour pouvoir s'atteler à développer ces visites virtuelles. Ça reste dans un coin de ma tête et de toute l'équipe d'ailleurs maintenant bien présent. Et donc, non, bien sûr, on a envie de continuer, notamment, pourquoi pas également travailler avec d'autres acteurs de la culture locale, notamment les bibliothèques, parce que dans beaucoup de villes maintenant, des bibliothèques proposent en fait le prêt de jeux vidéo, ont des salles dédiées aux jeux vidéo. C'est le cas à Angers, et donc nous on souhaiterait notamment travailler avec ces acteurs qui ont déjà finalement des infrastructures, et donc ça permet également aux musées de se déployer hors les murs, aux bibliothèques de venir au musée, bref, de créer un échange, et également de faire un échange de public, parce que le public des bibliothèques n'est pas forcément le même que celui des musées, etc. Donc on est sur des pistes qu'on va développer, et bien sûr, l'idée est de continuer à développer ce média dans nos musées, et pas uniquement sous forme de visite virtuelle, mais également, pourquoi pas, de créer des séances de jeux vidéo vraiment in situ dans le musée. Ouais, tout à fait. Des belles perspectives. Simon, je vous voyais hocher de la tête quand Léo parlait des bibliothèques. Vous avez eu une expérience, vous, avec les bibliothèques sur votre travail de producteur ? Alors, pas directement, mais c'est vrai que ce sont des acteurs, actrices institutionnels qui viennent souvent nous consulter parce qu'il y a beaucoup d'événements organisés autour des jeux vidéo, de la médiation autour des jeux vidéo, et souvent utiliser le jeu vidéo pour aborder plein de sujets, parce que les bibliothèques sont sur plein de sujets de société, de connaissances et autres. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, sont des pôles forts pour rassembler des gens et aussi offrir à différents types de publics des propositions et des variations d'expérience assez fortes. Et comme le disait Léo, c'est vrai que mine de rien, avoir du matériel aussi pour pouvoir jouer à des jeux dans des espaces... on était à la Cité des Sciences, donc on était plutôt bien équipés à l'époque, mais c'était déjà un sujet. Alors quand on a moins de moyens et qu'on voit qu'aujourd'hui le matériel pour pouvoir faire tourner des jeux ou autres, c'est coûteux, c'est vrai que parfois les bibliothèques disposent soit d'espaces numériques pour pouvoir exploiter ces jeux-là et les montrer, en faire des démonstrations, des événements autour de ça, soit ils proposent aussi de louer certaines choses, ce qui est pas toujours le cas et à la disposition des musées de sciences ou d'art en général. Un grand merci à vous deux. J'avais encore plein de questions à vous poser, mais le temps file. Et place au Zoom sur Écosciences avec Lauriane Bissinguet. Aujourd'hui, j'avais envie de vous emmener du côté de Montpellier pour vous parler de Génopolis, une structure mixte créée par le CNRS, l'INSERM et l'Université de Montpellier.
Génopolis met en place une multitude de projets de médiation scientifique pour valoriser la recherche et créer un lien entre scientifiques, industriels et citoyens. Et parmi leurs activités grand public, on retrouve pas mal d'actions autour des jeux vidéo comme outil de médiation. Par exemple, ça fait maintenant 2 éditions qu'ils renouvellent la Game Jam scientifique, ma thèse en jeux vidéo. Donc la Game Jam, c'est un hackathon centré sur la création de jeux vidéo dans un temps très limité. C'est ça, et là, on est sur un temps qui est très limité puisque les participants ont seulement 48 heures pour vulgariser les thèses de 5 doctorants en biologie santé. Et les jeunes docteurs ont collaboré avec 25 gamers de l'école RFX pour conceptualiser les jeux. Et perso, j'aime beaucoup ce concept. Je trouve ça super intéressant. Ça permet de challenger et faire travailler en équipe plein de personnes aux compétences différentes. Et au-delà des Game Jam, Génopolis conçoit aussi des jeux vidéo. Le dernier en date, l'anniversaire de Papy en temps de pandémie. Bon, ok, je sais, on en a un peu marre du Covid et des gestes barrières qu'on nous rabâche depuis un moment, mais je vous assure que ce jeu vaut vraiment le coup. Il y a une grosse équipe pluridisciplinaire qui a travaillé à la création avec des chercheuses, des médecins, des médiateurs scientifiques, un étudiant en informatique, mais aussi une directrice artistique. Et le but du jeu, c'est d'organiser l'anniv de Papy André dans un contexte de pandémie, et à chaque étape, on a une situation donnée. Par exemple, comment Papy va-t-il souffler ses bougies ? Et là, 3 choix s'offrent à nous. Papy souffle sur le gâteau, ou bien il souffle sur une part individuelle, ou alors il éteint les bougies en agitant une serviette. J'avoue que pour ce cas de figure, j'hésitais un peu, du coup je me suis tournée vers Séverine, la souris scientifique qui nous accompagne et qui nous donne des petits tips tout au long du jeu. On a alors accès à une vidéo d'un ou d'une spécialiste qui nous donne plus de conseils et d'explications scientifiques. Et à la fin du jeu, en fonction de nos réponses, on a une roue de la santé qui apparaît. Petit clin d'œil à la roue de la fortune, bien sûr. En bref, c'est un jeu qui permet d'aborder des notions essentielles à la prévention contre le Covid sur un ton un peu plus léger. En plus de ça, ils ont glissé des petites touches d'humour et ça rend l'expérience encore plus agréable. Merci Lauriane. Pour en savoir plus sur Génopolis et leurs projets autour des jeux vidéo, rendez-vous sur ecosciencesud.fr. Sans réserve, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à nos 2 invités, Léo Tessier et Simon Bachelier. Et pour en savoir plus, nous vous avons partagé quelques ressources sur le site www.quai-des-savoirs.fr, rubrique podcast. Vous y trouverez également toutes nos émissions. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à liker, à partager. Faites du bruit. Sans réserve, une émission préparée et présentée par Marlène Stricot avec Mariette Escalier et Lauriane Bissinguet de Science Animation. Merci également à notre partenaire Campus FM, où vous pouvez nous écouter à Toulouse le jeudi à 17h. À la prise de son, Laurent Codoul, réalisation Arnaud Maisonneuve, une production Quai des Savoirs. Je vous dis à très vite et surtout, restez curieux.